On est en route pour la galerie Simon Blais qui est sur Saint-Laurent, en compagnie évidemment de Simon Blais lui-même. Bonjour Simon. Bonjour Et Winston. à sa gauche, c'est le fils Martin. Bonjour. Bonjour Martin. Euh, une exposition que je qualifierais des plus importantes de l'année se déroule chez vous. Il s'agit d'une artiste qui, comme plein d'autres femmes artistes, ont été occultées pendant un très long moment. Les choses se sont améliorées un peu avec le refus global, mais quand même, c'est Rita Le Tendre. Rita Le Tendre qui est un cas type de tout ce talent et j'aimerais que tu me donnes ton impression de Rita Le Tendre. Qui est-elle, Simon? Alors Rita, que j'ai connue en 1996, alors que son fils visitait l'exposition John McEwen à la galerie, après avoir vu l'exposition rétrospective de ses œuvres sur papier, il nous a dit, je voudrais absolument que ma mère puisse avoir un tel hommage un jour. Il nous a mis en contact avec Rita, qui est à Toronto. Et donc, on l'a rencontré à de nombreuses occasions. On a fait cette expo en 96 et ensuite, il est devenu l'artiste associé, affilié à la galerie dès cette année-là. Et c'est une personne qui avait une forte personnalité, une magnifique personnalité. À ce moment-là, donc une femme mature, une artiste qui avait réussi. Et donc une personne qui savait, qui connaissait sa valeur, mais qui avait eu un tel succès et une telle visibilité dans son marché canadien et aussi à Toronto, surtout qu'elle était devenue une personne très, très assurée et extraordinairement sympathique et drôle, mais vraiment une personne qui avait trouvé sa place dans le milieu après tant d'années, et surtout après des années au départ, donc un début de carrière très difficile. Originaire des Bois-Francs. Ouais, Drummondville, d'une famille très humble dont la maman était à demi abénaquise. Mais c'est vrai parce qu'elle n'a jamais voulu se prévaloir de ça. Jamais. Même pas à la fin, alors qu'on sait aujourd'hui que c'est très important dans l'acceptation de nos racines passées. Elle n'a jamais voulu mettre ça de l'avant. C'est vraiment une carrière qu'elle a faite sur la base de sa personnalité, de ce qu'elle était. Et donc, oui, originaire de Drummondville, déménagée à Montréal en 42, donc très jeune. Elle est née en 28. À 14 ans, elle se retrouve à Montréal. Et Mhm. puis, il va aller étudier à l'école des beaux-arts et va rencontrer éventuellement à Montréal toute la bande des automatistes, mais elle était trop jeune, elle, 8 ans, pour se mêler à la bande et pour signer le refus global. Elle était trop jeune. Elle n'avait pas ses 21 ans. En regardant certaines de ses œuvres, on comprend tout de suite que sa parenté était celle des automatistes. Oui, oui, Cette pièce absolument. en particulier. Oui. Bon, ici, on voit une œuvre qui est extraordinaire parce qu'elle est très riche en matière, travaillée à la fois au pinceau et à la spatule. Mais tu vois, là, on est déjà au début des années 60. Rita avait vécu toutes sortes de phases de travail dans sa création dès la fin des années 40, en fait, et début des années 50. Et ce qui est remarquable, c'est que pendant peut-être les 8 premières années de sa carrière professionnelle d'artiste, elle ne faisait que de petites œuvres. Parce que, comme il m'a souvent dit, elle n'avait pas, elle et ses amis n'avaient pas les moyens d'acheter de la couleur puis d'acheter des toiles. Alors, elle a travaillé beaucoup sur papier, elle a travaillé sur carton. Ses premières œuvres à l'huile un peu conséquentes, elles étaient peintes sur des cartons entoilés. C'est vraiment une caractéristique de l'époque. Ces gens-là étaient Ça. tous très, très humbles et très pauvres. Mais c'est aussi une artiste qui a connu une carrière quand même importante à l'international. Oui, absolument. Écoute, elle a participé à une extraordinaire exposition à Spolète en Italie en 63 et ça a changé un peu sa vie parce qu'elle y a rencontré plein de gens et il y avait plein de Québécois qui participaient à cette exposition à Spoleto. Et elle a donc servi même d'interprète à ses amis québécois parce que Rita, qui faisait un séjour à Paris parce qu'elle avait eu une bourse l'année précédente, était à Paris avec son conjoint Ulysse Comtois, le sculpteur. Et elle est descendue à Spolète pour voir ses amis québécois. Et elle avait un don pour les langues. Elle a appris l'italien très rapidement, puis elle est devenue de l'interprète. Mais elle a surtout rencontré celui qui va devenir l'homme de sa vie, c'est-à-dire le sculpteur Kosso Elul, qui était un sculpteur israélien, puis qui était à Spolète lui aussi, pour participer à cette grande expo internationale. J'essaie d'imaginer le couple Rita Hum. Le Tendre et le sculpteur. J'imagine que ça devait être un univers très particulier, un univers où deux créateurs à la fois s'affrontent, se confrontent, partagent certaines valeurs. Alors, j'imagine que ce duo, euh, c'est assez unique dans le milieu de l'art contemporain, et enfin, pas de l'art contemporain comme tel, mais de l'histoire de l'art au Québec.
Absolument. Écoute, on a affaire à un cas unique où les deux artistes avaient donc une personnalité très affirmée et ils étaient complémentaires, autant dans le type de travail et d'art qu'ils créaient, mais de par leur approche donc de la création. C'est un couple qui, dans une situation où l'addition de un plus un fait pas 2 fait 3 et 4 et 5. Ils étaient une véritable bombe dans le milieu. Ils ont développé un réseau de relations d'affaires, de relations artistiques. Ils se sont imposés autant à New York, parce que quand Rita a laissé Ulysse au retour de Paris, elle est allée retrouver Cosso à New York. Et là, pendant des années, ils ont fait la navette entre Los Angeles, New York, puis rapidement, ils se sont mis aussi à visiter Toronto. Donc, le milieu anglophone là-bas, parce que Cosso ne parle pas français. Mais les deux ensemble ont développé un réseau fabuleux et ils ont eu beaucoup de succès dès le départ. Ils se sont nourris l'un l'autre. Et c'est devenu, écoute, j'ai su par des amis, mais j'ai su par Rita surtout, que ce couple-là était vraiment le couple chouchou à Toronto. C'était un couple qui recevait, qui faisait des réceptions à leur maison. Tout Toronto, des affaires, des musées, des artistiques se retrouvaient chez eux. Ils faisaient la fête. Ils Et voilà. recevaient à la maison, il y avait 100, 150 personnes à peu près tous les week-ends dans une grande maison qu'ils ont achetée sur la rue Sherbourne à Toronto. Et tout le monde les aimait. Ils ont donc développé une carrière fantastique à Toronto tout au long des années 70-80. Je reviens un peu en arrière et pour parler de ce fameux triangle Montréal, Paris, New York. Oui, Il semble que dans l'histoire de l'art au Québec, que ce oui. soit le triangle préféré. Absolument. Écoute, ce fameux triangle marque un point tournant, en tout cas, dans les sources de création en Occident. On sait que Paris a été la plaque tournante de la création moderne jusqu'au milieu des années 50, quand tout à coup, l'école de New York, la jeune bande de loups à New York, les expressionnistes, ont tout à coup réussi à s'imposer, à trouver leur place et à faire basculer le milieu de l'art et le point focal du milieu de l'art occidental, ils l'ont fait passer de Paris à New York. Alors, ils étaient là en plein pendant cette période-là, tout en gardant Montréal comme base d'opération dans le cas de Rita. Mais donc, l'évolution de la peinture moderne, en passant par l'art abstrait, l'art minimaliste, l'art optique, tout s'est joué entre New York et oui, Paris, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'art construit là-bas et l'art optique, mais ça s'est surtout fait à Toronto, pardon, à New York et ensuite à Toronto. Ils ont été donc des acteurs de cette révolution. Qu'est-ce que Rita laisse dans son sillage? Rita Le Tendre laisse quoi? Ben, comme tu disais au tout début, une personnalité très affirmée qui a marqué son époque par une création très personnelle. Elle a réussi à s'affranchir en tant que femme artiste. Tu sais, au Québec, appelons-nous que la bande qui a signé Rocky Global autour de Bordula, le groupe était constitué à moitié de femmes, ce qui est inégalé en Occident pour l'époque. Même dans les années 60 et 70, en France, les femmes n'ont jamais réussi à trouver la place qu'elles méritaient, alors qu'au Québec, ça a été le cas dès le départ. Donc, Rita, par sa personnalité, son désir de ne pas se laisser distancer, a réussi à s'imposer comme personne, comme créatrice. Et on voit, bon, tu nous montres le tableau jaune et noir qui s'appelle Northland de 64, mais quand elle a fait évoluer ce style de travail, du travail à l'huile gestuelle vers tout à coup le high edge, donc les peintures géométriques, et tout à coup l'art optique des années 70, elle a créé une signature tellement forte que tout le monde au Canada, puis beaucoup en Amérique, l'art en fait, ont tout à coup reconnu une signature propre et qui n'a jamais été copiée même. Rita Le Tendre des années 70, c'est devenu l'artiste la plus populaire et la plus, écoute, la plus vue parce qu'elle a eu beaucoup de commandes publiques, mais elle a vendu des centaines d'œuvres à des collectionneurs privés d'Amérique du Nord à cette époque-là. Donc, elle laisse une mémoire d'une personne flamboyante, en fait, chouchou du milieu des collectionneurs et des musées. Et quand elle s'est éteinte, elle avait cessé de peindre depuis quelques années, mais elle était revenue à une forme de peinture plus gestuelle. La parenthèse qu'elle faisait à la fin des années 50 et début 60, mais qui est tout aussi flamboyante que ces fameux faisceaux colorés des années 70.
Alors chez vous, Simon, c'est une galerie, évidemment, mais pas seulement pour les badauds, les intéressés, des gens de Montréal ou du Québec qui vont venir faire un tour chez vous, mais il y a un intérêt aussi à l'international. Tu es présent à chaque année à Toronto, tu es présent dans des foires internationales. Quelle est l'importance de cette présence à l'international? Est-ce que ça fait en sorte qu'ils viennent chez vous, regardent, fouillent dans vos affaires? Alors, je peux malheureusement dire que c'est à peu près seulement le marché américain à l'international qui s'intéresse pour l'instant à Habitat. Tout le Canada la connaît et tout à coup, le marché américain montre de l'intérêt à tel point qu'on a un projet d'exposition à New York, ce qui est fantastique parce que, bon, malheureusement, elle n'est plus là, elle ne sera pas être présente, mais le fait que j'ai un marchand à New York, à Chelsea, qui est intéressé à monter une expo grâce à l'aide de mon grand ex-commissaire d'expo et conservateur de musée. Dans New York, c'est une façon, pour ces gens-là, ils ont compris que son apport dans les années 70 c'était majeur et que tout ça a été peint en bonne partie à New York. Il y a quelqu'un aux États-Unis, mais pour l'instant, c'est une personne dans le marché commercial qui s'y intéresse. Mais, malgré ou non, l'an passé, on a fait notre première vente à un musée grâce à Martin qui a suivi tout le projet. Et alors, c'était Martin? Au Minnesota, un musée qui s'appelle le Minneapolis Institute of Art. Mhm. C'est l'acquisition d'une des grandes œuvres des années 70, donc c'est grand faisceau. Comme ce qu'on voulait regarder. Et ce qui est formidable, c'est qu'un musée américain se soit apporté à cœur. Ils ont payé un tableau de l'État. Donc, c'est un tout petit début, mais c'est un retour de balancier qui va faire que sa gloire canadienne va peut-être commencer tout doucement à être partagée aux États-Unis. Ça serait Donc, super. oui, c'est formidable. Ça, vous savez, d'avoir à partir du Canada et encore moins à partir du Québec une présence à l'international, c'est très rare. On est, Alors, oui, allez-y. on est malheureusement un tout petit marché aux yeux de l'international. On a des talents formidables au Québec, mais on n'a pas une présence reconnue en art contemporain en Europe ou aux États-Unis. Les Américains pensent toujours qu'on fait partie du pôle Nord ici. Enfin, il y a, je pense encore une fois à New York, je pense à Marc Séguin, qui travaille beaucoup, qui est aussi chez vous représenté par toi et par la galerie. Et en même temps, il y a derrière Martin qui a dit quelques mots, mais en même temps, c'est un legs pour la galerie. C'est Martin va continuer, Martin Blais va continuer la galerie. Une fois que vous aurez pris, mon cher ami, votre retraite. Comment on se sent, Martin? Écoute, comme on dit, nous franchirons le pont lorsque nous y serons arrivés. Nous franchirons la rivière lorsque nous y serons arrivés. Mais écoute, c'est assez particulier. Je pense pas qu'on ait vu ça beaucoup ici au Québec, là, une transmission comme ça. C'est une entreprise ou en tout cas un domaine qui est très lié à la personnalité de son fondateur, de son collectionneur, de ses habitudes. C'est un défi de fidéliser les clients à travers ça, d'une génération à l'autre, de continuer un peu dans le même esprit tout en se renouvelant. Donc, écoute, on travaille. Là, ça fait déjà depuis ma naissance que je travaille ici, que ce soit comme, disons, préposé au nettoyage et ensuite à l'emballage. Et depuis quelques années, là, Et en même temps, l'administration et tout ça. c'est un atout d'avoir un communicateur comme Ah oui, bras droit ou bras gauche, dépendant de son option politique. Alors, Martin est venu dans la galerie. Ouais. merci beaucoup, Simon. Merci. Martin, bonne continuation. Et Merci. pour Rita Le Tendre, on y va jusqu'à quand? Au 26 mars. Merci beaucoup. Samedi le 26 mars. Merci, Winston. Merci. Bonne fin de semaine aussi.